Et bonjour, c'est Nicolas de Business de la Connaissance et bienvenue dans ce podcast. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je ne suis pas tout seul, je suis avec Nicolas. Et bonne chance pour savoir quel Nicolas parlait. Oui, parce que là, c'est l'invité qui a pris les rênes du podcast. Nous sommes avec Nicolas Popovic d'Immobilier Compagnie. Bonjour à toi et merci d'être parmi nous. Merci Nico de m'inviter sur ton podcast et bonjour à tout le monde. C'est pas la première fois que je t'invite et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'un sujet tout particulièrement et pas n'importe quel sujet. Comment devenir riche sans argent? Et pourquoi, justement? Alors, attends, d'abord, c'est un sujet fort intéressant. C'est quel sujet? Parce que c'est le titre de mon livre et c'est un sujet à part entière. Eh bien, justement, moi, j'ai envie qu'on parle, au-delà de ton livre, bien évidemment, j'ai envie qu'on parle du sujet de devenir riche en partant de zéro. Voilà. Et pas forcément en parlant que d'immobilier. D'accord. Partir de zéro et devenir riche. Ok. Déjà, c'est possible. Je crois que c'est la chose la plus importante à dire. Et en fait, alors partir de zéro, c'est quelque chose de très particulier. Il faut déjà définir quel est le zéro de chacun. Ton zéro ne sera pas mon zéro et ne sera pas le zéro des personnes qui nous écoutent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des zéros qui sont négatifs. Quand on a des dettes, on part de zéro, mais on est en négatif. Et quand on n'a pas de dette, on part de zéro, mais on n'a pas de dette. Et c'est très très différent. C'est une subtilité qui transforme la continuité et le processus aussi de l'enrichissement et la continuité de l'enrichissement et qui conduisent d'ailleurs à des résultats des fois très différents dans le sens où c'est forcément plus rapide quand tu n'as pas de dette que quand tu as des dettes. Et c'est dans tous les cas pas impossible, c'est important de le préciser, ça demande juste pas la même gymnastique dans le sens où fatalement tes dettes tu dois les rembourser et donc cet effet-là, enfin cette démarche-là va te ralentir. Mais j'ai quand même une chose à préciser qui est assez contre-intuitive. Je pense que paradoxalement, le fait d'avoir des dettes peut avoir une tendance à donner plus la niaque, donner plus la rage, et donc c'est pas gage non plus d'une difficulté plus grande. Bien au contraire, ça va t'obliger à raisonner différemment, et ça peut être pas déconnant d'avoir des dettes en fait. Je dis pas ça pour que les gens en aient, mais je dis ça pour expliquer, pour répondre un peu déjà au point de départ. Oui, parce que je crois que ce qui est nécessaire de préciser ici, c'est que toi, tu as démarré avec des dettes. J'avais démarré avec des dettes. Et qui ne sont pas les tiennes même. Qui n'étaient pas les miennes. Qui étaient indirectement les miennes. Disons que pour tout expliquer et cadrer le débat, je décide de me lancer dans l'immobilier en 2003-2004 et je m'associe avec ma mère. Et cette association implique que ma mère avait des dettes et ces dettes deviennent les miennes et donc j'ai des dettes. D'accord. Et justement, est-ce que c'est pas plus anxiogène? Tu nous dis apparemment que non. Pourquoi est-ce que c'est pas plus anxiogène pour toi, finalement, dans ton cas particulier, de commencer avec de la dette? Je pense que c'est une manière de voir la vie, en fait. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir eu les dettes ou de rien avoir eu à un moment donné, ou plutôt d'avoir perdu, parce que pour la petite histoire, en fait, mes parents avaient de l'argent, ils ont perdu leur argent, ça a généré des dettes auprès de ma mère. Et la conséquence, comme je te dis, c'est qu'en m'associant avec ma mère, j'ai récupéré ces dettes. Pourquoi c'est pas anxiogène pour moi? Parce que quand t'as rien à perdre. Et il y a une paire d'années de ça, peut-être un peu plus, j'ai un problème avec les dates. Il y a quelques temps de ça, un certain temps maintenant, lors d'un arbitrage, j'ai vendu une partie de mon patrimoine, pas autant que maintenant, mais j'avais pas vendu une partie, j'étais en phase de recherche. On m'a présenté un bien dans une des villes dans lesquelles j'ai commencé l'immobilier, qui était une ville à risque. Il y avait énormément de risques. Et j'achetais le bien en prix au mètre carré, largement moins cher qu'à l'époque où j'avais déjà fait des bonnes affaires. Donc sur le papier, aucune crainte, quoi. J'achète moins cher, j'ai l'argent, etc. J'y suis pas allé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des choses, je suis pas prêt à prendre les mêmes risques. Et ça te montre que posséder a un double effet. Alors ça rassure, mais ça te fait aussi ça transforme aussi ton rapport au risque. Ça peut être bloquant parce que au demeurant, même en parlant aujourd'hui, je suis certain que c'était une bonne affaire. Je l'ai juste pas faite parce que j'ai des choses aujourd'hui à perdre que j'avais pas à perdre à mes débuts. Quand t'as rien à perdre, tu peux faire n'importe quoi. De toute façon, au pire, tu reviens au point où t'étais. Là, j'ai pas du tout envie de revenir au point où j'étais. J'ai juste envie d'avancer, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est cette notion d'aversion à la perte qu'on a tous. Et d'ailleurs, on en a discuté parce que pour la petite anecdote, donc je suis dans les bureaux de Nicolas actuellement. On a fait un mastermind ensemble cette semaine.
Et justement, en discutant des différents cas, moi, je me confie en toi et ça peut être intéressant justement de partager les conseils que tu m'as donnés. C'est que effectivement, au bout d'un moment, quand tu développes ton activité, tu gagnes de plus en plus. Et tu arrives à ce moment-là où tu as une certaine trésorerie, tu as un certain capital que tu n'avais pas ou que tu étais loin d'avoir un an en arrière. Et la peur de perdre ce capital ou le fait de te dire qu'à un moment donné, ce capital il va être pris en partie, eh bien, ça te rend presque encore plus malade qu'au début. Quel conseil tu donnerais justement pour arriver à gérer cette situation-là qui finalement est une situation que l'on peut toutes et tous vivre et qui au final t'empêche d'évoluer et t'empêche de passer au step d'après parce que finalement ça va pas faire, alors moi c'est comme ça que je l'interprète, ça va pas faire que tu vas redescendre dans ton statut, dans ton niveau, mais par contre ça va te conforter et ça va te faire préserver dans un niveau médian qui sera tout aussi frustrant. La prise de risque dans toute activité elle est obligatoire. Ouais. Je vais prendre la continuité de mon histoire. Aujourd'hui je prends des risques, je veux juste plus prendre les mêmes. Mais je prends des risques beaucoup plus grands, mais plus portés sur les mêmes choses. Au début, je prenais des risques sur l'emplacement, parce que je n'avais pas les moyens de me payer des beaux emplacements. Aujourd'hui, je prends plus de risques sur les projets et plus sur les emplacements. Ton évolution, elle est corrélée aussi aux risques que tu peux te permettre de prendre. Ce qu'il faut en déduire, c'est que des risques, tu es obligé d'en prendre. Et qu'en fait, tu peux choisir de ne jamais en prendre, mais pour arriver à évoluer, si tu choisis de ne pas en prendre, ben, tu acceptes de ne plus évoluer ou de stagner, prendre comme tu as envie. Il y a plusieurs manières de voir la chose. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que les personnes qui ont le mieux réussi, elles ont toujours pris des risques. Et ce sont ces risques-là qui payent le mieux, en fait. Il n'y a pas de bons et de mauvais risques. Il n'y a que des gens qui les évaluent et qui se sentent ou pas de les prendre. Moi, je pense que, comme tu viens de le dire, on se retrouve avec des capitaux à des moments qu'on n'avait pas l'année d'avant, qu'on a l'année d'après. Les choses évoluent. Ton rapport à ces choses-là évolue aussi. Et au bout de tout ça, en bout de course, toi, tu es là seul face à tout ça et tu dois prendre tes décisions, en fait. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que je suis parole d'évangile, je ne dis pas que les gens qui nous écoutent doivent faire ce que moi je vais dire. Voilà ce que je vais dire. Moi, j'ai constaté que à chaque fois que j'ai pris des risques, ce que j'ai trouvé derrière, ce que j'ai découvert derrière, allait au-delà de ce que j'imaginais avant d'avoir franchi la barrière. À chaque fois que j'ai une peur, et ça se confirme de plus en plus, cette peur s'avère qu'elle représente exactement ce que je dois faire. Donc, j'ai une tendance, peut-être un peu folle, et c'est peut-être aussi mon tempérament, à être dirigé par ça, ou à aller dans cette direction-là. Il faut revenir au début de cette histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Moi, j'avais rien. Je pense que j'ai pas peur de ne plus rien avoir. C'est peut-être mon défaut. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de ne plus rien avoir. Je crois que j'ai un conseil à donner qui va faire rire tout le monde, mais qui est un vrai conseil. Ça fait sourire ma femme, si je peux dire ça comme ça. Entraîne-toi à dormir par terre chez toi, en fait. Parce que si tu perds tout, tu risques quoi, en fait? C'est de dormir dehors par terre. Ouais. Donc, sans pouvoir revivre, ou alors il faut être vraiment maso, te dire je vais aller dormir dans la rue, bon, ça tu peux peut-être le faire à la limite si t'es taré, mais sans passer à cet extrême-là, entraîne-toi juste à dormir sur le sol. Moi, très souvent dans ma vie, j'ai dormi sur le sol. Pas parce que ça me faisait plaisir, mais ça m'est arrivé dans ma vie. Et je suis capable de dormir sur le sol. Donc, si t'es capable de dormir à même le sol, ça veut dire sans rien du tout, hein. Bah, il peut rien t'arriver, quoi. C'est intéressant parce que c'est un lien avec une approche qu'on peut retrouver au travers du stoïcisme. Alors pas le stoïcisme en tant que tel, mais une version qui est justement arriver à avoir cet ascétisme pour... bon, je ne sais pas si c'est un bon mot, ascétisme. Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse. En gros, c'est vraiment, mais comme tu dis, c'est s'habituer à de la modestie, s'habituer à un manque de confort pour justement pouvoir mieux gérer les situations. Et c'est vrai, tu as raison aussi sur ce point-là. Et on le voit, plus on évolue dans la vie, plus on a des standards de vie un petit peu plus élevés. Moi, je le vois par exemple, tu vois, l'avion, le voyage, typiquement. Ben, quand tu te fais un trajet Madrid-Santiago du Chili, pour mon cas, eh bien forcément, le premier vol que j'ai fait, je l'ai fait en économie. Ben, du moment où je suis passé en premium économie, ben, j'ai plus envie de revenir en arrière, quoi. C'est le meilleur des exemples, je le prends très souvent. Moi, je parle de la première classe et de la classe business et de la classe normale. Quand tu es en business, tu n'as plus envie de revenir en arrière. Ouais. Après,
Je suis d'accord avec toi. Je vais dans le sens de ce que tu as dit. Je veux juste ajouter un petit truc en plus, c'est que le sens dans lequel je le dis, c'est essayer de vivre le pire en fait, pour combattre sa peur, pour se dire, ok, bon ben voilà. Après, de toute façon, je crois que même quand il t'arrive une catastrophe, tu peux pas l'éviter. Et je pense que c'est pire que ça. Il faut y aller à la catastrophe, parce que c'est dans ces situations-là que tu vas révéler ton potentiel. Ça paraît fou à dire, c'est une réalité. Après, voilà, ça fait genre le mec qui se la raconte, j'ai pas tout vécu, je suis pas au courant de tout, je sais pas tout. Mais aujourd'hui, je cherche plus à provoquer des situations extrêmes pour trouver des solutions auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Après, malgré tout, je reste sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'irai plus dans certaines villes parce que j'ai les moyens de plus y aller. Et parce que si 5% d'un million, ça fera toujours plus que 10% de 200 000 euros, quoi. Donc si tu veux, c'est l'au-delà de l'argent. Il faut pas être débile quand tu as la capacité de te payer une certaine sécurité sur un certain niveau, il faut la prendre aussi. Il faut prendre des risques mesurés, voilà, c'est ce que je veux dire. On va dire que plus le risque, tu vas plus le prendre proportionnellement à ta situation, à ton capital, à ce qui se passe à un instant T donné. Puis il faut ajouter une chose à ça, plus tu grossis, si tu sais gérer l'argent, si tu es intelligent, moins tu as de chances de te retrouver à zéro. En tout cas, c'est mon cas. D'accord. Non, mais c'est intéressant, et c'est intéressant aussi de voir que finalement, même dans les investissements, effectivement, à un moment donné, tu plantes. D'ailleurs, ça, je renvoie au podcast qu'on a fait tous les trois avec toi, moi et Antoine Pétavin, où justement, lui, il disait, on l'a encore écouté ce matin, que finalement, en fait, il n'hésitait pas à se tromper, notamment sur l'acquisition de compétences, alors vous l'écouterez sur le podcast, en termes de formation, et qu'il prenait 3 formations, et sur les 3 ou 3 prestataires, et il y en avait un de bon pour 2 qui n'étaient pas bons. Et accepter justement que ces erreurs-là, si on peut qualifier ça ces erreurs, ou ces mauvaises expériences, sont des sources d'apprentissage. C'est la source d'apprentissage principale. Ouais. Après, tu vas pouvoir trouver des programmes en ligne, des solutions alternatives, mais même en prenant un programme, moi je peux te le dire, j'ai un client que j'ai en tête qui a pris mes programmes et qui s'est planté, quoi. Et d'ailleurs qui m'a appelé, qui était en colère, et je sais qu'il a été encore plus en colère de ma réponse parce que il a eu une perte qui est somme toute, je le comprends, qui est importante, une perte à 5 chiffres. Mais pour moi aujourd'hui, une perte à 5 chiffres, c'est, comme je lui dis, c'est rien du tout de mon point de vue. Donc il a été très déçu de ma réaction parce que je pense qu'il s'attendait à ce que je prenne un air grave pour aller dans son sens. Et comme je lui ai dit, parce que faut être réaliste, quand tu as une perte de 10, 15, 20 000 euros, alors peut-être que c'est aussi par rapport à là où j'en suis que je peux me permettre de parler comme ça, mais lui c'était son cas, c'était très grave pour lui et je le comprends. Moi ça m'est déjà arrivé de perdre ces sommes-là. Mais malheureusement, au contraire, quoi. Comme je lui ai dit, et là il était dans un mode, tu sais, bloqué, en mode procès, un mode qui n'était pas du tout le bon mode pour arriver à avancer. Et c'est ce que j'ai essayé de lui dire au téléphone. Je lui ai dit, écoute, tu devrais plutôt essayer de te tourner de l'autre côté, c'est-à-dire de régler tes problèmes, minimiser ta colère, minimiser cette envie de revenir sur quelque chose qui a été fait et d'aller de l'avant. La difficulté de la perte, c'est ça en fait. C'est notre gestion émotionnelle qu'on a par rapport à ça. Mais en vérité, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne sait pas comment on va réagir, quoi. Oui, et en plus, ce qui est là, effectivement, c'est un état à un instant T donné. C'est pas parce que tu as perdu effectivement énormément à un instant T donné que ça va pas t'apporter quelque chose de plus fort derrière. Comme disait, un pas en arrière pour 2 pas en avant. Et puis, pour aller dans ton sens, là, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu un refus de crédit, j'ai eu une absence de réponse de crédit. Et durant le processus, en fait, comme j'ai dépassé certains délais légaux, je savais très pertinemment que je jouais mon dépôt de garantie. Moi, je te parle, je sais toujours pas d'ailleurs, parce que je suis censé avoir un appel pour qu'on me dise si je le récupère ou pas. Je sais toujours pas si je vais le récupérer ou pas. Mais à un moment donné, dans ta tête, tu te dis, bon, tu veux ou pas faire l'opération? Bah, tu joues le jeu de te dire, je vais perdre cet argent. Ça fait partie du jeu, en fait. C'est une décision, en fait. Et comme tout dans la vie, beaucoup de choses dépendent de la décision qu'on prend. Je crois que je vais te poser la question plutôt. Tu as déjà joué au poker? Ouais. Je crois que le poker est une des meilleures écoles pour apprendre à gérer l'argent, l'investissement et la prise de risque. Et te connaître aussi. Moi, je ne peux pas jouer au poker avec de l'argent parce que j'ai un comportement financier très agressif. Ouais. Et d'ailleurs, je vais te donner un exemple. Je joue encore des fois au poker avec de l'argent et je ne peux pas jouer avec un débutant. Quand il y a un débutant à table, je ne joue pas. Ah ouais? Oui, parce que les débutants, en fait, font n'importe quoi. Ouais. Et du coup, c'est impossible de jouer avec eux, en fait. Parce que du coup, ils n'ont aucune... ils n'ont aucune appétence à ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas aucune appréciation de leur comportement actuel par rapport au jeu. Ils sont comment on dit, distraits,
ils vont pas hésiter à solliciter les autres joueurs. J'ai beaucoup de mal à jouer, je peux pas jouer avec un débutant, et je joue très très peu au poker avec de l'argent parce que j'avoue que je suis quelqu'un de trop... je prends des risques, voilà, tout simplement. Mais c'est facile à comprendre en fait. On revient au début de ta question. Quand tu deviens riche sans avoir d'argent, tu es obligé de prendre des risques. C'est facile de comprendre que je suis un mec qui prend des risques. Ouais, je comprends. Et donc, quel serait le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veuille, justement, en partant de zéro, alors 0, moins 10, moins 100, ou avec un petit capital, bref, quelqu'un qui commence, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui commence? Il y en a plusieurs. Je vais commencer par un conseil basique. Ouais. Mais déjà, je vais un peu aller à l'encontre de beaucoup de choses. C'est pas grave de pas savoir ce que tu veux faire, ou tu vois, bref, peu importe ta situation par rapport à ton travail ou ton comment on appelle, ta vocation, on va chercher le terme. Tu as le droit de pas savoir ou de pas avoir de but. Si par exemple tu nous écoutes et tu te dis je veux gagner de l'argent, c'est ok, mais assume-le. Le premier conseil, c'est d'assumer ce que tu veux réellement. Et donc du coup, c'est toujours le même conseil, mais ça va revenir avec ça. Si tu assumes, moi quand j'ai commencé, je voulais gagner de l'argent. Si tu assumes le fait que tu veux gagner de l'argent, fais un choix pour gagner de l'argent. Et donc, ça nous amène sur le deuxième conseil. Si tu fais un choix facile, tu auras une vie difficile. Si tu fais un choix difficile, tu auras une vie facile. Ce qui veut dire que quand tu as fait le choix, quand tu assumes ton choix de dire je veux gagner de l'argent, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Si après, le premier choix que tu dois faire dans ta vie, il est facile, eh ben, ça veut dire que ce n'est pas le bon. Si le premier choix que tu vas faire dans ta vie il est difficile, ça veut dire que tu es sur la bonne route. Parce que, je peux prendre cet exemple-là. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, personne ne voulait être à ma place. J'ai gagné 620 € par mois lorsque j'ai soldé mon premier crédit, mon premier loyer que j'ai plus aujourd'hui parce que j'ai vendu cette maison-là. Et personne ne voulait gagner 620 € par mois dans les années 2004, 2005 ou 2006, je ne sais plus en quelle année c'était. Et dans ces années-là, personne n'aurait voulu gagner ça, avoir l'âge que j'avais et la vie que ça m'impliquait avec un si bas niveau de revenus. Mais aujourd'hui, bizarrement, tout le monde veut ma place. Donc ça prouve qu'à un moment donné, c'était pas compréhensible ce que je faisais pour tout le monde, donc j'étais sur la bonne route. Et maintenant que tout le monde a bien compris, tout le monde veut faire la même chose, mais ils veulent le résultat d'aujourd'hui, sans passer par le chemin d'il y a 10 ans. Donc c'est compliqué, 15 maintenant. C'est compliqué, tu vois. Et c'est ça où toi, tu dois poser ton curseur, en fait, quand tu commences. Ouais, ça c'est quelque chose de très difficile. Mais on en a parlé ce matin dans la voiture. Je te racontais que justement, j'avais d'anciens amis qui, à un moment donné, les chemins de vie changent. Et l'un d'entre eux me disait, tu sais, Nicolas, à un moment donné, j'ai arrêté de m'intéresser à ce que tu fais parce que moi, j'y croyais pas du tout. Et quand il est revenu il y a quelques temps vers moi, il m'a dit, justement, j'ai compris ce que c'était le business de la connaissance. J'ai vu toute la richesse qu'il y a, au-delà de mes résultats financiers qu'il ne connaissait pas. Et donc maintenant, il comprend ces choses-là. Mais c'est super dur au départ parce que, oui, comme tu dis, tu es plus ou moins seul. Alors, tu es seul, oui et non. Moi, ce qui m'a sauvé, et ce qui pourrait sauver peut-être nos auditeurs, c'est que tu es seul du moment où tu es face à un environnement qui ne te comprend pas. Par contre, ce qui est génial, c'est que tu peux avoir des environnements, et je trouve que c'est encore plus fort aujourd'hui, justement avec le web, YouTube et tout ça, de voir des personnes qui ont fait ce que tu as fait ou qui sont dans les mêmes chemins que tu es toi, et du coup, tu te dis, c'est possible. Et ça, c'est un vrai point d'appui, je trouve. Tu viens de le résumer, c'est vrai que Internet, pour ça, c'est vraiment génial. Ça recrée des communautés. Moi, à mon époque, il n'y avait pas ça. J'avais pas de personnes vers qui me tourner. J'avais des amis, heureusement, mais il y avait cette incompréhension. Et tu as tout résumé, en fait. C'est exactement ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet, pour moi, c'est un vrai plus. Ouais. Plus. Totalement. Donc, ton livre nous parle d'argent, alors. Il parle de devenir riche. Pour expliquer quand même, devenir riche sans argent, c'est le titre de mon livre. Ouais. Et pas que. Ouais, ça parle d'argent, bien évidemment, mais pas que. C'est un livre qui parle un peu de la vie aussi et de comportement pour te permettre, on va dire pas de devenir riche, mais en tout cas d'avoir une vie riche. Je vais te poser une question. L'argent fait-il le bonheur ? Écoute, c'est marrant parce que je ne peux pas répondre à la question parce qu'en vérité, ça serait ma réponse et je pense que chacun a sa réponse. Mais il y a une chose que je sais en tout cas, c'est que ceux qui n'en ont pas en veulent. Et quand tu n'en as pas, tu en veux toujours plus en fait. Et quand tu en as, plutôt c'est ça, quand tu en as, tu en veux toujours plus parce que on va dire généralement, on sait quoi faire de l'argent.
Il y a des gens qui veulent pas plus d'argent, ça existe, je vais pas le remettre en cause. Je suis pas sûr que ce soit la clé du bonheur. Je pense que c'est un des pans du bonheur, mais que, par exemple, si tu as des rêves, l'argent te permettant de les réaliser, il est forcément une des parties du puzzle. Je pense que c'est une question très complexe à laquelle tout le monde essaye de répondre, mais en vérité, la réponse, elle est intimement liée à chacun d'entre nous. Moi, mes rêves, il faut de l'argent pour les réaliser, donc j'aime l'argent, et j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, tu as des gens qui ont des rêves, il n'y a pas besoin d'argent, en fait. Moi, j'ai la sœur d'un copain à moi qui est riche de sa famille, qui a toujours voulu avoir 5 enfants. Elle en a 4 parce que son mari ne veut pas faire le 5e. C'est son malheur, chacun ses problèmes. Tu me diras, moi je n'aurais pas 4 ou 3. Bref, voilà. Mais chacun ses problèmes. Mais elle est riche de sa famille en fait. Et sa richesse à elle, c'est ses enfants. Et avoir des enfants, ça n'a aucun lien avec de l'argent. Et même s'il y a des gens qui m'écoutent et qui se disent en levant les yeux, il a moyennement raison. Non, désolé, avoir des enfants, tu peux avoir des enfants et ne pas avoir d'argent. Ça n'a aucun lien. Et elle veut avoir 5 enfants. Et il se trouve qu'elle en a 4 et qu'elle est heureuse. Donc, tu as un rêve, tu as l'argent. Parfois c'est compatible, parfois c'est incompatible. C'est 100% lié à la personne. Mais quand l'argent est compatible avec ton rêve, si tu veux être heureux, il ne faut pas rejeter l'argent parce que c'est compatible avec toi. Il faut l'accepter et essayer d'avoir de l'argent pour réaliser son rêve. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quels sont vos rêves, Monsieur Popovic? Moi, je kiffe ma boîte. Donc déjà, j'ai envie d'amener ma boîte là où je veux l'amener depuis mes débuts. Donc ma boîte, c'est un Rubik's Cube. D'ailleurs, j'ai toujours un Rubik's Cube dans mon sac. Donc c'est un Rubik's Cube que je casse et que je remonte en permanence pour l'amener à ce que j'ai en tête. Et cette boîte-là doit me permettre de nourrir un autre rêve qui est un rêve plus cinématographique. Mais aujourd'hui, si j'adore ce que je fais sur YouTube et sur les podcasts, c'est parce que quelque part, d'une certaine façon, j'ai la sensation, alors c'est très... faut pas le prendre au premier degré, ce que je vais dire, c'est du 3e, 4e, 5e degré, je fais pas du tout du cinéma, tu vois, mais je touche du doigt mon rêve en fait, c'est-à-dire produire des vidéos, ça m'a donné vraiment, ça m'a fait me prendre conscience que à un moment donné ou à un autre, la bascule va devoir se faire et je veux basculer dans le cinéma et peut-être même le dessin animé, tu vois. Pour l'instant, c'est trop tôt parce que c'est pas le moment. Je veux finir mon projet professionnel et ma boîte que je suis en train de construire. Et quand elle sera terminée, ce qui est pas, il n'y en a pas pour 15 ans maintenant, j'ai fait le plus gros, je basculerai sur autre chose. J'imagine que tu t'es intéressé au personnage de Walt Disney. Pas comme tu l'imagines, non. Ouais. Je m'y suis intéressé, mais sûrement pas de la même façon que toi en fait. D'accord. Parce que toi, tu t'y es intéressé du côté entrepreneurial. Ouais. Et pour le coup, moi, je m'y suis intéressé du côté créatif. Donc c'est une approche totalement différente. J'ai beaucoup regardé la façon dont il avait de produire ses dessins animés, l'approche qu'il en avait. Je suis pas dans si demain je faisais des dessins animés, c'est ce que j'idéaliserais faire. Je sais pas si je ferais des films ou des dessins animés. Je ne partirais pas dans cet axe-là. Pas dans l'axe de Walt Disney. Par contre, niveau créatif, j'adore ça, la construction de ce qu'il a pu faire, quoi. Voilà. Mais c'est pas mon axe. Non, moi j'aimerais faire des dessins animés pour adultes. Ce serait vraiment un axe très différent de l'axe de Walter Disney. D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. Et au niveau des... si on en revient justement à ton livre, donc tu nous parles d'argent, de finances, et tu parles aussi beaucoup d'immobilier. Non. Non. C'est un livre que j'ai pas voulu immobilier, même si, je vais pas te mentir, et tous ceux qui le lisent me disent, Nicolas, c'est un livre immobilier. Et il faut savoir que je veux pas que les gens s'attendent en achetant ça à trouver des techniques immobilières. J'écrirai un livre sur l'immobilier, pour tout te dire que j'ai commencé, mais que j'écris tranquillement, parce que je l'écris tranquillement. Mais c'est pas du tout un livre technique sur l'immobilier. J'en ferai un, mais pas tout de suite. C'est un livre vraiment... En fait, c'est un livre pour moi que je voulais comme étant concurrent, c'est un grand mot. Je voulais l'opposer à l'autoroute du millionnaire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on le compare à Père riche, Père pauvre. Ce qui me fait très plaisir parce que c'est au-dessus pour moi, Père riche, Père pauvre, que l'autoroute du millionnaire. Mais aujourd'hui, il est beaucoup comparé à Père riche, Père pauvre, donc ça me fait encore plus plaisir. J'avais pas cette prétention, même si l'autoroute du millionnaire, c'était déjà prétentieux, je pense. Pourquoi tu voulais l'opposer à un sens idée contraire Non, pas idée contraire, dans le sens construction. Ce que je reproche au livre, parce que moi j'ai lu des livres comme Père riche, Père pauvre, comme l'autoroute du millionnaire, j'ai lu tous ces livres-là. Et je leur reproche pas, c'est pas un reproche, j'avais un comment je vais te dire ça, quand je lisais ces livres, je trouvais que l'écart entre le moment que choisissaient de raconter les auteurs dans le livre de leur vie, c'est-à-dire qu'ils décidaient de raconter un moment de leur vie dans leur bouquin, le moment qu'ils décidaient de raconter
Et moi, où j'en étais au moment où je lisais le livre, il y avait un écart trop grand. Et même si dans l'histoire, à chaque fois, chacun des auteurs a le même processus, c'est-à-dire par moment, ils reviennent un petit peu en arrière, je trouvais qu'il y avait un trou énorme entre leur réussite qu'ils affichaient dans les bouquins. C'est vrai. Et mon point à moi de départ. Je ne trouvais pas de livre où finalement, je pouvais me dire, je m'identifie à l'auteur dans son processus. Et il existe des livres aujourd'hui très peu sérieux de mon point de vue, où on te raconte des livres où il y a le mot rentier à tout va dedans, mais où malheureusement, quand tu regardes soit les méthodes employées, soit, soit quand tu vois le fond de l'histoire et que tu fais les comptes et tu te rends compte en fait il y a une arnaque quelque part, bon elle n'est pas écrite mais tu comprends qu'il y a un problème. Il n'y avait aucun livre aujourd'hui pour moi qui avait le courage de te dire moi je suis né dans la rue, je viens du trottoir, du caniveau même. Enfin, moi comme c'est une image pas très élégante, mais je dis raclure de bidet. Bon, c'est une expression de la région, mais bon voilà. Je viens de nulle part quoi. Et voilà comment j'ai fait avec des petites brindilles pour arriver à construire quelque chose. Et j'avais vraiment la volonté de montrer, parce que moi c'est vraiment j'ai commencé à vendre des cartes Dragon Ball Z dans ma cour de récré. Aujourd'hui, il n'y a personne qui ne peut pas le faire, quoi. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, il n'y a rien qui les empêche de vendre des cartes. Alors, ils ne sont peut-être pas dans une cour de récré, tu vois, mais il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Il n'y a pas de barrière à l'entrée financière, quoi. J'ai juste eu une idée et je l'explique dans le bouquin. Elle est très simple, et tout le monde est capable de faire ce que j'ai fait, quoi. Voilà. D'accord. Jusqu'à même très longtemps, parce que le livre vraiment se concentre sur cette partie de ma vie. C'est-à-dire que on part vraiment du moment où mes parents font faillite et que je le vis et que j'ai plus d'argent, parce que je le vis très jeune. Et on arrive au moment, on s'arrête au moment où je commence à en gagner. J'ai vraiment choisi justement exprès ce passage qu'on ne trouve pas chez les autres en fait. Tu sais à quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser au film À la poursuite du bonheur de Will Smith. Exactement. Où tu es frustré parce que tu te dis putain je veux le voir gagner du fric. Ouais. Ben j'ai fait exactement ça. Exactement, tu as tout à fait compris le truc. Quoi. Il y a comme dans le même style le film d'Eminem 8 Miles que j'adore. Exactement, aussi j'adore ce film. Et pareil, j'avais eu la frustration parce que je me suis dit mais tu vas comprendre, parce que moi j'aime bien comprendre l'envers du décor. Le succès d'Eminem. Mais en fait, paradoxalement, effectivement, tu le vois juste, le film se finit sur une battle qui réussit, alors qu'il galère au départ. Le film se finit là, donc tu es hyper frustré. Mais en même temps, je trouve c'est intéressant, parce qu'en fait, tout est là. C'est ça. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à percevoir, ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le livre. Et j'ai vraiment aussi, je me suis mis un point d'honneur, mais je le dis à tout va parce que je vois que ça existe et je vois les commentaires sur d'autres livres. Il n'y a vraiment aucun lien vers mon site. J'ai tout nettoyé. Je voulais vraiment pas que ce soit un bouquin promotionnel de je ne sais quoi. C'est un livre, quoi. Il y a vraiment tout. J'ai même pas de problème à dire dans ce bouquin tout ce que je sais en termes de technique financière parce que aujourd'hui, je suis tellement loin de cette histoire. Ouais. En réalité, même si quelqu'un derrière prend un de mes programmes, de toute façon, en ayant lu le livre, il apprendra encore de nouvelles choses parce qu'il y a trop d'écart avec la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Voilà. Je dirais qu'il y a bien facilement 7 à 8 ans d'écart entre ma personne d'aujourd'hui et la fin du livre, tu vois. Et en 7 ans. Enfin, crois-moi, en fait, plus tu grandis financièrement, plus il se passe des choses impressionnantes, en fait, qui n'ont rien à voir avec le début. Quoi. Et du coup, donc toi, aujourd'hui, tu as un stade d'après. Est-ce que le livre, aujourd'hui, peut être encore utile à toi-même? Parce que souvent, quand on écrit un livre, on les écrit aussi pour nous, il y a un petit moment. C'est une bonne question. C'est marrant parce que dans la dernière relecture, je me suis effectivement dit qu'il y a des choses aujourd'hui que j'aurais écrit différemment. Ouais. Parce que je les vois différemment. Mais en fait, si tu veux, je peux pas non plus mentir au lectorat. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai écrit le livre, je les voyais comme ça. Il y a eu des passages... il y a des passages qui sont compliqués pour moi parce qu'aujourd'hui je vois les choses, il y a des choses que je vois pas de la même façon. Voilà. C'est compliqué. Je dirais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commence pourra très bien s'en servir. Je peux te faire ce retour-là parce que je connais quelqu'un qui est très avancé, qui l'a lu, il a rien appris. D'accord. Voilà, tu vois, c'est vrai que quelqu'un qui commence à être très avancé va peut-être être sur sa fin parce que tout ce qu'il y a dedans, il va le savoir en fait. C'est clair que c'est certain qu'on est sur des gens qui commencent quoi. D'accord. C'est quoi que tu entends par très avancé? Gros patrimoine quoi, des millions d'euros de patrimoine. D'accord. Okay. Moi je dirais que ce bouquin il peut servir à des gens qui ont juste dépassé le million, de 0 à 1 million d'euros de patrimoine ou qui vont juste dépasser le million d'euros. D'accord. Même des gens qui ont 1 million d'euros de patrimoine en dette, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 1 million d'euros de crédit à la banque, ils vont apprendre des trucs dans ce bouquin, c'est certain en fait. Quand tu vas commencer à avoir 3, 4, 5, 7, tu vois que tu commences à avoir plus de millions, je pense que
après, l'histoire, tu peux l'aimer, te dire voilà, parce que c'est quand même une histoire, donc tu peux quand même aimer l'histoire, ça c'est indépendamment du reste. En termes d'apprentissage, je le sais pas en fait. Après, je sais juste que j'ai une personne que je connais qui m'a fait un retour en me disant tout est vrai, j'ai adoré ton livre et tout, mais j'ai rien appris. D'accord. Mais il avait un très gros patrimoine. Voilà. Ouais. Oui, donc là on est vraiment sur des cas particuliers et effectivement, je pense qu'au-delà de ça, c'est une personne qui n'est pas le public de ton livre aussi. Parce que finalement, si cette personne-là sait faire beaucoup d'argent et dupliquer son argent, effectivement, c'est pas ton public. Parce qu'il y a quand même une approche éducative sur ton livre. Ah, complètement. Ouais. La deuxième partie, c'est de la théorie. C'est quoi ton souhait pour les mettre en place, quoi. C'est quoi ton souhait, toi, d'un point de vue éducatif par rapport à l'argent? Je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais vraiment envie d'essayer d'aider les personnes moi, j'ai vécu il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois maintenant, une très grosse transformation par rapport à tout un tas de trucs, vraiment violente par rapport à toutes les transformations que j'ai pu vivre. On va dire que 2019 a été une année de choc en matière de remise en question sur ma manière de voir le business, etc. J'ai vécu une très grosse transformation l'année dernière que je suis en train de mettre en place, qui a été assez violente aussi à mener. Et j'ai pris conscience qu'en fait, cette transformation que j'ai eu la chance de vivre, j'aimerais la faire vivre à d'autres. Et donc, conséquence, je souhaite vraiment aujourd'hui qu'en matière d'argent, les gens, au travers de mes livres, puissent arriver à avoir un autre avis sur l'argent, un autre rapport sur leurs affaires, notre rapport sur leur vision de leur patrimoine. J'ai des histoires hyper drôles à raconter, j'ai fait chier tout mon entourage pour qu'ils achètent mon livre. Et c'était très important pour moi qu'ils l'achètent parce que ça montrait une forme de respect en fait, je ne saurais pas t'expliquer. J'ai des amis qui m'ont dit oui, alors si t'es mon ami tu vas me l'offrir. J'ai dit non, justement, si t'es mon ami tu vas me l'acheter en fait. Parce que pour moi c'était... bon bref, passons, on va pas parler de ça, c'était l'inverse en fait, mais c'était ma vision des choses. Et je suis super content parce qu'ils l'ont payé, ils l'ont lu et j'ai vraiment beaucoup d'amis à moi qui une fois qu'ils l'avaient lu sont revenus vers moi en me disant ton livre m'a fait réfléchir à mon patrimoine et il m'a changé. Et alors que je leur avais demandé d'acheter le livre, tu sais, pour le plaisir qui s'y trouve à l'intérieur en fait, et pas forcément pour les changer. Et cette conséquence, elle m'a fait me dire, mec, en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses, proposer des produits qui changent la vision des gens sur l'argent. Et aujourd'hui, tout ce que je suis en train de faire est vraiment dans cet axe-là. Ouais, donc tout en restant sur un fonds d'immobilier, parce que ça reste mon métier, quoi. Ouais, c'est intéressant. Donc du coup, tu as cette grande cause qui t'anime. Et est-ce que cette cause-là, elle t'a toujours animé ou tu t'en es rendu compte tardivement, j'en suis rendu compte. Tardivement. Ouais. Parle-nous de ce changement-là. C'est quoi qui t'a amené? Quel a été le déclencheur de cette prise de conscience? Tu passes ta vie à évoluer dans un milieu, mais ce que je dis est valable pour tout le monde en fait. Puis un jour, tu t'es extrait de ce milieu. Moi, j'ai été invité en fait ailleurs. Je me retrouve dans un autre milieu, voilà, en gros, je vais mettre des chiffres. Ça a commencé l'année dernière parce que je vais à un repas, je rencontre un mec. Moi, j'évolue dans un milieu où les gens ont beaucoup de logements, donc on est dans des logements du type 2, 3, 4, 500 logements. Voilà, c'est le milieu que moi je connais, ça c'est mon univers. Et puis là, je rencontre un mec qui a plus de 1000 apparts, donc je me prends une énorme claque. Et puis en parlant avec lui, en plus, c'était pas une rencontre, préparée, ni rien, c'est un fortuit, quoi. C'est-à-dire, je me retrouve assis à côté de lui, on a un échange, on discute comme ça. En parlant avec, il me dit qu'il a ce patrimoine-là. Je fais un calcul rapide dans ma tête, sans lui poser des questions directes. Je pose des questions indirectes, on a un échange. Je pose des questions anodines sur tout un tas de choses de son patrimoine. Chacune des réponses qu'il fait ne correspond en rien à ce que je fais dans mon quotidien. Donc quand toi, t'es pas à 100 appart, tu y arrives tranquillement, mais t'en es pas encore là, et que tu parles à un mec qui en a plus de 1000 et qui fait rien de ce que tu fais, c'est facile de comprendre que c'est toi qui as tort, quoi. Donc là, j'ai eu un premier choc, on va dire, violent, qui me fait me dire, bon... il y a un problème dans ton organisation, parce que ce mec-là a en tout cas atteint un palier que je ne savais même pas qu'il existait en fait, donc je découvre un nouvel univers. Et après je vais ailleurs, où là c'est encore un autre délire, je rencontre une personne qui est l'employé d'une autre personne qui lui a plus de 250 000 appartements. Bon là, déjà la fois d'avant j'ai pris une grosse claque, là j'ai pris un mur, sauf que le mur m'a arrêté net. Et ça a fini de me faire me décider, de me dire, bon ben voilà, j'ai évolué dans un milieu, je veux changer de milieu, je veux passer à autre chose. Donc là, je mets en œuvre tout un système pour passer à l'étape supérieure. Et pour l'instant, ne serait-ce que dans les expériences, je ne suis pas encore passé à l'acte, je suis en train de vivre des expériences. Ne serait-ce que dans les expériences, j'ai déjà plus vécu de choses qui m'ont encore plus enrichi ces derniers mois que dans toutes les autres années de ma vie où j'étais sur un chemin qui n'a rien à voir avec lequel je suis aujourd'hui, quoi.
C'est sur lequel je suis aujourd'hui, tu as compris. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc changement de milieu en fait, pour répondre à ta question, un changement de milieu qui a créé en moi une remise en question, et il faut quand même préciser une chose, je veux quand même le dire, on parle de personnes internationales, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont en France. Je veux quand même le préciser parce que voilà, je pense que c'est important pour que les gens qui nous entendent, ils ne se disent pas, alors oui, ils ont des pieds-à-terre en France et on peut les croiser en France, mais ce ne sont pas des gens qui ont fait cette fortune-là en France. Et donc j'imagine que ça t'a amené à détruire, déconstruire des choses pour reconstruire derrière. Oui, c'est exactement ça. Détruire, c'est exact. Tu peux pas mieux te... Oui, exactement ce que j'ai dû faire. C'est difficile. Oui, parce que en fait, je crois que la plupart des gens qui nous écoutent et beaucoup de personnes seraient restés comme j'étais en fait. Ouais. C'est-à-dire que oui, c'est difficile parce que même aujourd'hui, j'ai fait certains choix où je me dis, je sais pas encore si j'ai eu raison en fait. Là, au moment où on parle, en fait, comme je ne suis pas plus avancé, je n'ai pas la réponse en fait. J'avance semaine après semaine, jour après jour. Je suis on a fini la déconstruction, on est sur la fin de la déconstruction et on est dans l'amorce de la reconstruction. Donc, c'est maintenant qu'on va voir. Mais j'ai pas encore vu. Donc, difficile, très difficile. Jusqu'où tu vas t'arrêter dans l'immobilier? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque étape, tu as toujours un peu plus faim. Non, là vraiment, je pense en tout cas que j'ai compris, là j'ai vraiment compris les différentes étapes qui permettent de construire un gros patrimoine. Je ne veux pas dire ça pour me vanter, mais je pense vraiment les avoir compris, en tout cas pour arriver à des chiffres indécents. Donc maintenant je mets en place, vraiment je suis en train de mettre en place, et je pense que je dis pas qu'on ne peut jamais savoir si on a la bonne formule, j'ai une formule qui m'apparaît comme étant celle qui va me permettre de. Donc je mets en place. Et après, je vais piloter, je pense. Parce que vraiment, j'ai compris. Voilà. J'ai compris ce que je n'avais pas compris avant. Après, voilà, ça fait prétentieux, donc j'aime pas ces termes-là, mais je vois des choses que je ne voyais pas avant. Et je le vois d'autant plus que aujourd'hui, je me suis déchargé de tout un pan de l'activité. Je m'en suis mal déchargé, je vais le reconnaître. Pour l'instant, on n'est pas dans la version finale de ce que je suis en train de créer. Quand ça sera fini, encore une fois, je pourrais te dire que j'ai vraiment réussi. Mais en tout cas, j'ai la vision, je ne l'avais pas avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà, pour moi, rien que ça, c'est énorme en fait. De te dire, c'est ça que je dois faire. Parce qu'avant, tu te disais pas ça et du coup, tu avances, tu es submergé. Tous les jours, tu as plus de travail, tu vois plus le bout du tunnel. Tu te dis, voilà, après, je suis bloqué. Donc, comment je vais faire? On verra à ce moment-là. Là, c'est plus pareil. Là, je vois clair dans les étapes. Je sais qui j'ai embauché, qui je dois prendre, comment, pourquoi. C'est assez clair. Ça, c'est cool. C'est cool d'y voir clair. Tout commence par la vision. Et termine par la vision. C'est ce que tu comprends, ce dont tu rêves, ce que tu vois. Tu peux le faire, en fait. Mais il faut le voir, en fait. C'est vraiment ça. Hein. Si tu parles avec des personnes et que, par exemple, tu parles avec... Imaginons, tu vois, on va prendre le cas des 250 000 appartements. Tu pourrais ne pas... Moi, quand je rencontre ce mec, je pourrais ne pas croire que ça existe. Tu pourrais te dire, c'est impossible. Tu as le droit de te dire ça, je le comprendrai. Il se trouve que ça l'est. Voilà. Moi, dans un de mes programmes, j'ai complètement décortiqué, j'ai tout trouvé sur ces personnes-là, j'ai fait un travail d'analyse, comme j'aime les faire, et je peux te dire que c'est vrai. Après, on n'est pas obligé de me croire. Si tu choisis de ne pas me croire, tu construiras plus du coup ta nouvelle vision sur cette croyance. En fait. Si tu choisis de le croire, tu peux construire ta vision sur cette croyance. Donc, déjà, même au départ, ce en quoi tu vas croire, ce que tu vas accepter dans ta vie, influencera tes visions, ta manière de construire le truc, etc. Donc il te faut... Voilà, oui. Je crois qu'il est important et c'est difficile pour chacun parce que pour moi c'est une vertu. J'ai vraiment compris ça, c'est que la vertu dont je vais te parler, c'est une vertu que personne n'a par défaut parce que l'ego est là et c'est faire preuve d'humilité. Et l'humilité pour moi c'est pas quelque chose qui est par défaut. Il y a de la fausse humilité, il y a ce genre de choses-là, mais on est tous biaisés par une façon de voir les choses et faire preuve d'humilité, c'est aussi à un moment donné de se dire, effectivement, comme tu l'as dit, eh bien, il y a des trucs que je fais, il y a des trucs d'autres font qui réussissent mieux que nous, alors on a tendance à dire oui, mais ceci, oui, mais cela, et c'est à un moment donné de s'auto-fermer sa gueule, j'ai envie de dire, et commencer à regarder ça et avoir une position un peu plus modeste et un peu plus ouverte à se dire voilà, je sais pas tout, j'ai pas toutes les solutions et ce que je fais c'est pas forcément le mieux de ce que l'on peut faire dans ce domaine. Dans mon cas, je vais reconnaître aussi une chose qui est importante qui va appuyer ce que tu dis. C'était assez facile puisque j'arrivais à un point de blocage. Dans l'immobilier, tu as des points de blocage. Là, j'arrivais à un point de blocage inhérent à mon nombre de lignes de crédit, inhérent à la structure même de mon patrimoine.
Donc fatalement, comme j'étais pas à 100 appartements, même si j'en étais pas le moins, j'y étais pas, j'étais obligé de constater mon échec en fait. Et donc dès l'instant que tu le constates, après, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as deux options. Soit tu te dis, ok, c'est bon, je reste comme ça, ce que j'aurais pu faire, et ça m'aurait satisfait, et je serais resté dans ma vie. Soit tu te dis, non, je pense que je peux faire mieux maintenant, et du coup, tu le fais, quoi. Mais ça va dans le sens de ce que tu dis, il faut être capable de se dire, je fais mal les choses, et je passe à la vitesse supérieure en déconstruisant ce que j'ai construit, quoi, malheureusement. Ouais, même sans se dire de faire mal les choses, parce qu'on fait les choses qui marchent jusqu'à un stade donné, et à un stade donné, c'est bon, on plafonne, donc hop, on passe au step d'après, et au step d'après, comment on fait? On remet en considération. D'ailleurs, on en a parlé dans le mastermind, et ça vaut aussi bien pour toi que pour moi, sur un moment donné où tu es contraint de casser des choses, de penser les choses différemment, d'avoir une approche qui n'était pas prévue au départ, et qui est, comme on l'a dit encore une fois tout à l'heure, et c'est bien parce que ça fait un lien avec l'interview, de faire un pas en arrière, de prendre un risque beaucoup plus fort, une véritable prise de risque, sans savoir, en naviguant à vue pendant un moment, en se disant, là, si je continue à faire les mêmes choses, j'aurai les mêmes résultats. C'est ça. Et je vais tenter autre chose, je ne sais pas ce qui va se passer, je prends le risque, et ce risque-là, il fait mal, il est un petit peu dur. Cependant, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a peut-être quelque chose de génial qui se cache derrière. Exactement. Et moi, je suis en plein dans ce processus, et je peux te dire que, comme je te disais tout à l'heure, rien que les biens que je visite en ce moment ou les projets sur lesquels je suis, ça me change complètement la donne par rapport à ce que je pouvais faire avant. Donc c'est clair que j'ai pas de regrets. Et peut-être que je me planterai, mais ça m'amènera forcément sur autre chose en fait. Donc je verrai à ce moment-là en fait. Génial. Alors Nico, où est-ce qu'on retrouve ton livre? Sur Amazon, tu tapes riche et je suis en première page. Cool ça. Mais alors vraiment, c'est bon. C'est cool, c'est clair. Donc riche, ça genre. Et il devrait pas je sais pas s'il est sur Cultura ou pas, mais la Fnac aussi. Et voilà, tu as la Fnac, Amazon. Et sur mon site, tu as un pack global où tu as le livre, le PDF et le fichier audio. Le livre Génial. audio. Voilà. Génial, super. Merci à toi pour cette interview. C'était un plaisir de te retrouver. Merci de me recevoir. On peut te retrouver aussi en podcast. Oui, il y a le podcast Immobilier Compagnie, la chaîne YouTube Immobilier Compagnie. Ouais. Les podcasts, c'est des analyses. Et la chaîne, plus ou moins aussi, en fait, finalement. Super, allez voir ça, c'est du travail de très grande qualité. De toute façon, les liens seront en description. Je te remercie pour tout, c'était un plaisir. Merci à toi, Nico. Et à très vite. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast et j'espère que tu auras pu en apprécier toute la qualité. C'était vraiment un plaisir, un bonheur de faire cette interview. Donc si tu as aimé ce podcast, ce qui serait vraiment génial, ce serait d'en parler autour de toi, pourquoi pas le partager et également mettre une note, un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu es sur cette plateforme-là et un petit commentaire. C'est juste génial, c'est juste hyper aidant pour pouvoir diffuser au maximum ce podcast sur lequel je m'engage. Bien évidemment, comme toujours, à t'amener un maximum de qualité et de contenu. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi, c'était un plaisir de pouvoir partager avec toi cette superbe interview et je te dis à très vite pour d'autres conseils et d'autres aventures. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.